Bonsoir tout le monde. De ma part, je tiens à remercier Olga, avec qui j'étais très content de collaborer cette rencontre. Je tiens aussi à remercier notre cher professeur, M. Hassan Aoulid, qui nous a honorés ce soir à la librairie de Clibert à Strasbourg, d'avoir accepté notre invitation. Moi, je suis Ibrahim Fanzawi, je suis de l'association Coexister Strasbourg. Et c'était un grand plaisir de coordonner cette rencontre très intéressante, dans la mesure où c'est une occasion d'échange, de partage, avec une... je ne vais pas présenter M. Hassan Aoulid, il est évidemment connu pour le présenter, une très grande figure intellectuelle marocaine, un politologue, historien, il a écrit beaucoup de livres, quels que soient intellectuels, que romans aussi. Donc nous lui souhaitons le bienvenu parmi nous à Strasbourg. Je tiens à remercier aussi celles et ceux qui ont fait le pas de venir aujourd'hui pour partager avec nous ce moment, et j'aimerais bien que ça sera une rencontre très riche de débats. Juste pour votre information, il y aura une première séquence où je vais essayer de poser certaines questions relatives à notre livre, livre de M. Hassan Aoulid, Regard sur l'Occident. Et puis après, il y aura bien évidemment un deuxième moment où ça serait plutôt un échange avec le public. Certainement, vous aurez des questions que vous voulez poser à M. Aoulid. Donc, je renouvelle mes remerciements à M. Aoulid d'avoir accepté cette invitation. Et je commence ce soir par une question qui m'apparaît importante. Quand on parle de l'Occident, une précision méthodologique. Qu'est-ce qu'on entend par l'Occident quand vous parlez de l'Occident? Parce que, vous savez, l'Occident a une longue trajectoire historique pour qu'on arrive là. Il y avait certaines ruptures qui commencent à apparaître quand vous parlez de l'Occident. Qu'est-ce que vous entendez de cela? La parole est à vous, M. Aoulid. Bonjour. C'est bon. De prime abord, je voudrais exprimer ma joie d'être ici et réitérer mes remerciements, aussi bien à la librairie Clibert qu'à l'association Coexister Strasbourg, donc qui m'a invité pour peut-être plus finalement vous écouter que de parler de mon livre. Mais je dois dire que initialement, je devais présenter mon livre sur l'hydre de l'islamisme radical, sujet sur lequel j'ai travaillé pratiquement pendant des années. Et je pensais peut-être que quelque part, cela pourrait porter un nouvel éclairage que celui prégnant en Occident, venant de je suis, mais pour des raisons qui m'échappent, on a préféré donc que je parle d'un livre que j'avais écrit il y a de ça quelques années, Regard sur l'Occident. Donc je parlerai sur ce livre, dans l'espoir peut-être qu'un jour je présenterai ce travail, à mon humble avis, beaucoup plus finalement, disons, en tout cas récent, etc., et qui parle de quelque chose qui nous interpelle au premier chapitre. Regard sur l'Occident paraît d'emblée un peu malvenu d'un non occidental de parler de l'Occident. C'est en droit de se dire de quoi elle se mêle. Mais, quelque part, j'ai une certaine légitimité dans la mesure où, pratiquement pendant 4 siècles, l'Occident a fait le monde. C'est un peu, finalement, la locomotive qui a fait le monde, qui a, disons, marqué le monde, et tout ce qui se passe dans l'Occident, donc, finit par pratiquement déteindre sur le monde. Donc, d'une certaine manière, je suis en droit, donc, dans le wagon où je suis, finalement, de me poser la question, qu'est-ce qui se passe, donc, au sein de la locomotive? Et je dirais, avant peut-être de parler, que je ne procède pas d'un sentiment d'hostilité à l'Occident, loin de là. Certes, je suis critique, mais l'Occident est critique vis-à-vis de lui-même. Donc, d'une certaine manière, je me définis, non pas comme étant un anti-occidental. Je considère que l'Occident fait partie de l'aventure humaine, et de ce fait, j'ai en quelque sorte une certaine légitimité de poser certaines questions, justement, à la fois sur les fondements, mais aussi sur le devenir de l'Occident, parce qu'il y va de l'humanité. Il y a de grandes séquences. La première séquence où pratiquement on a senti un peu les signes de craquement, signes de crise, c'était déjà à la fin du 19e siècle,
ce qui a annoncé finalement un mouvement de fond d'un certain nombre de penseurs dont la science n'était pas aussi différenciée, mais qui allait être les précurseurs de la sociologie. Je pense ici à Émile Durkheim, donc, qui a un peu finalement pensé à la conscience collective, etc., le délitement d'un sentiment d'appartenance, ce qu'il appelait donc l'anomie. Je pense aussi donc à Max Weber, donc avec son idée de désenchantement du monde, et je pense aussi finalement donc à Pareto, donc, et tous ces trois qui sont en quelque sorte pratiquement les baliseurs de la sociologie, sentaient et annonçaient en fin de compte la crise. Et quelque part, la suite, le monde finalement, la suite que le monde aura connue, pratiquement, n'aura pas démenti ce qui était donc un pressentiment et une intuition. Et il y a eu la Première Guerre mondiale. Il y a eu la Première Guerre mondiale, et suite à cela, un terme a été forgé, le déclin. On a commencé par parler pratiquement de déclin, je pense ici au travail de Spengler, etc. Bon. Le terme va tout simplement être à l'honneur, et il y aura incontestablement la séquence des années 30 avec le fascisme, etc., la maladie du siècle, etc. C'est dire qu'en fin de compte, nous ne sommes pas en train de parler de quelque chose d'inédit. Donc, l'histoire de l'Occident toute récente est ponctuée par pratiquement des soubresauts. Déclin, maladie du siècle, etc., et même après la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et jusqu'à une époque toute récente, et ce qui m'interpelle le plus, c'est un peu pratiquement la chute du mur de Berlin. On a pensé que tout cela était derrière nous, qu'en fin de compte, l'histoire est arrivée à sa fin, et qu'en fin de compte, les Lumières vont tout simplement régner sur le monde, dans leur dimension à la fois économique, le marché, et leur dimension politique, la démocratie. C'était l'idée d'Épinal qui avait donc prévalu, portée à bras-le-corps par celui que vous connaissez, Fukuyama. On n'y est pas, bien sûr. La suite a démenti pratiquement cette idée d'Épinal, et je pense que pratiquement donc le grand test, c'était la crise de 2008. Mon livre, je l'ai commencé à partir de 2008. J'ai considéré que il y a une faille qui a commencé à partir de 2008. Certes, le côté apparent de l'iceberg, c'est une crise, comment dirais-je, financière et économique, mais pour moi, elle était plus que cela, elle était existentielle. Elle était existentielle, et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé, donc d'où je suis, l'Occident, mais quelqu'un imprégné un peu par les valeurs de l'Occident, etc., pour se poser la question, est-ce que cette crise n'est pas finalement existentielle? Je crois que la suite m'a donné raison. J'ai commis mon livre initialement en arabe, je l'ai réécrit en français. Je pense que quelque part, on est tous d'accord qu'il y a une crise. Je n'irai pas jusqu'à utiliser le terme déclin, il est trop chargé. Je n'irai pas jusqu'à utiliser le terme de décadence, tel qu'il a été utilisé par Michel Onfray dans un livre. Je préfère m'en tenir à l'expression donc de crise. Et cette crise nous interpelle parce qu'il y va pratiquement du devenir du monde. D'une certaine manière, est-ce que l'Occident, et l'Occident c'est des valeurs d'abord, bon, bien sûr on pourrait finalement le définir par un espace géographique, je pense que l'Occident est plus que cela. C'est d'abord des valeurs, et la matrice de ces valeurs, pour moi, c'est d'abord la philosophie des Lumières. Est-ce que finalement l'Occident est resté fidèle à ses valeurs? C'est ça la question. Bon. Si les Occidentaux disent que non, je suis en droit de dire que non. Donc je ne peux pas être finalement plus catholique que le pape. Effectivement, donc il y a eu une trahison des valeurs. Est-ce qu'en fin de compte, cette grande idée qui est donc la souveraineté populaire est toujours en rigueur en Occident? Est-ce qu'en fin de compte, la démocratie permet finalement l'expression de la volonté générale de la souveraineté populaire? Bon, je crois que tout le monde s'accorde à dire que la démocratie est en crise. Bon. L'économie qui était considérée comme étant une servante s'est muée pratiquement maîtresse du maison. Bon. Est-ce que finalement nous ne sommes pas dans une forme de hold-up, une forme donc de perversion? Est-ce qu'en fin de compte, la liberté du corps ne s'est pas muée pratiquement une forme de cacophonie du corps? Et je dirais donc la même chose pour la liberté d'expression. Est-ce qu'en fin de compte, la liberté d'expression n'a pas confiné une forme, encore une fois, de cacophonie, etc.
Donc autant finalement de questions donc, que j'ai posées dans ce livre pour dire qu'il y a une crise, qu'il y a tout simplement, l'expression n'est pas mienne, une trahison des Lumières. Et vous savez, je terminerai pour peut-être un peu finalement, donc, parce qu'il est très difficile de commencer, je citerai Machiavel, dans les moments de crise, il faut revenir aux fondamentaux. C'est un peu finalement pratiquement le non-dit de mon travail. Il y a une crise, et au lieu finalement d'essayer de, soi-disant, de colmater, etc., par un discours numérique, etc., le jargon des chiffres, il est fondamental, à mon humble avis, de revenir aux fondamentaux. Vous m'avez posé une question sur qu'est-ce l'Occident. C'est très difficile, très difficile. Bon, mais on se définit souvent par opposition à l'autre. L'Occident, à un moment, se définit par opposition au communisme. C'était ce qu'on appelait le monde libre par opposition au totalitarisme. Mais il s'est défini aussi, à un moment, par opposition à l'islamisme. Et je pense que quelque part, aujourd'hui, il se définit autrement. Nous sommes dans une nouvelle séquence, après pratiquement l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et là, peut-être, l'autre, ce n'est plus finalement peut-être. Il doit certainement garder une fonction résiduelle, mais l'autre, c'est plutôt, ce n'est plus le monde islamique ou l'islamisme. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Aoulit, pour cette réponse. Vous l'avez bien dit, si les Occidentaux eux-mêmes ont commencé à critiquer, ce sont les premiers à critiquer ce modèle occidental, et vous avez parlé de l'Occident comme étant des valeurs, je propose qu'on regarde de près, qu'on fait un diagnostic de cette crise. Vous avez parlé dans votre livre de plusieurs axes qui représentent à peu près la crise de ce modèle occidental, la crise de la démocratie, la question de sexe et corps. Vous avez parlé aussi de la raison, comment nous sommes arrivés à ce que finalement la raison c'était le symbole des Lumières, et on est arrivé à un moment où on trahit la raison. Donc si on peut parler un peu plus sur cette crise, on fait un diagnostic de ça se concrétise en quoi? Vous savez, soyons honnêtes, c'est un livre que j'ai écrit quand même, ça fait un bon bout de temps. Je n'ai pas envie de rester sur la redite, etc. Il y a un monde. Bon, certes, j'avais fait un diagnostic conséquent donc à 2008, etc., pour dire, bon, il y a une trahison donc des valeurs de l'Occident. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut aller au-delà. D'abord, nous sommes devant un fait pratiquement, donc il y a un éclatement des acteurs. On n'est plus finalement dans ce qui était appelé à un moment la nation indispensable, donc qui devrait faire le monde, etc. Selon un peu pratiquement cette idée chère à Fukuyama. Il y a un éclatement. On n'est plus dans le système unipolaire, mais nous sommes dans une phase un peu pratiquement ambiguë. C'est-à-dire que, pour reprendre l'expression de Gramsci, l'ancien meurt ou est en train de mourir, sans que finalement le renaisse. Donc nous sommes pratiquement dans le chien-loup, etc. Et puis, bon, ces valeurs qui ont fait l'Occident, et qu'on a pensé être la panacée, c'est-à-dire la démocratie, elle est en crise, la démocratie. Je ne vais pas vous l'apprendre, bon, vous le savez mieux que moi, etc. La démocratie ne se réduit pas finalement donc au simple exercice des élections. Elle va au-delà. Vous connaissez mieux que moi qu'il y a une crise pratiquement propre, inhérente aux corps intermédiaires, partis politiques, syndicats. Il y a toutes des questions sur les modes de scrutin, etc. J'ai pris un plaisir, il y a de ça 2 jours, à prendre un livre et en train de le lire, L'Archipel français, qui me parle. C'est un excellent diagnostic sur l'état des lieux. Je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs écrits, moi, que je suis en train de lire, pratiquement sur ces 2 dernières années, et un excellent diagnostic sur... Le monde est en crise. Bon, l'expression utilisée, c'est le grand basculement. Il y a un grand basculement. Il y a un grand basculement aussi bien en termes finalement des valeurs, mais aussi en termes d'acteurs. Et là, bon, je crois qu'au lieu de parler de mon livre, il est peut-être fondamental de réfléchir un peu sur ce qui se passe. Nous sommes beaucoup plus interpellés parce que nous sommes dans une autre phase, dans une autre séquence.
Et cette séquence, à mon humble avis, pourrait tout simplement être exprimée par le grand basculement, et un grand basculement. Et ce basculement, pratiquement, nous interpelle tous. Je dois répéter ce que j'ai dit, je ne procède pas par un sentiment d'hostilité à l'Occident, loin de là. Mais je pense que quelque part, ce sentiment critique est peut-être salutaire, venant de l'Occident, mais venant d'ailleurs aussi, je présume. Et je pense que l'intérêt de ce livre, c'est un peu ce regard autre que celui que l'Occident se porte sur lui-même. Effectivement, de cela, je pense que la fameuse question s'impose, la fameuse question « que faire ?» s'impose. Elle est où finalement la solution? Qu'est-ce que vous proposez? Je vous parle en vos qualités d'historien, peut-être vous qui admirez le modèle de l'Andalousie, qui régnait, qui était à peu près un départ des Lumières, si on veut dire. Comment peut-on s'inspirer de l'histoire? Parce que l'homme, au final, quand elle arrive au moment de la crise, il cherche une solution. Se trouve-t-il pas dans l'histoire cette solution, M. Aoud? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas où se trouve là. Il y a une crise. Bon, je ne peux pas m'ériger en devin. Non. Bon, j'ai dit tout à l'heure, en répétant cette fameuse maxime de Machiavel, au moment des crises, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, à mon humble avis, c'est la philosophie des Lumières. Bon, autant il y a en physique pratiquement donc le modèle newtonien, etc. Bon, en matière finalement de rapport dans ce qu'on appelle la science humaine, etc., bon, la matrice de la modernité, ce sont les Lumières. C'est ce que Ernest Renan appelle l'âge d'or de l'humanité, idée reprise par Auguste Comte par la suite. Bon, c'est ça mon référentiel. Bon, je considère que dans l'esprit pratiquement des concepteurs de la philosophie des Lumières, elle n'était pas que française, elle était universelle. Moi, je pense que effectivement, c'est cette révolution idéale d'abord, donc qui a libéré la raison, le corps, l'esprit, et qui a commencé à réfléchir sur l'idée de l'égalité, qui va se développer par la suite avec Saint-Simon pour s'appeler socialisme, etc. Je crois qu'il est fondamental de revenir à cette matrice qui s'appelle l'union. Voilà, moi je le pense. J'aimerais bien aller sur un autre terrain, vous qui vouliez parler de l'islamisme radical. Dans la société française, ce débat est très présent et on ne peut pas nier qu'il y a une montée d'un discours d'extrême droite qui met un peu en péril le modèle français, le modèle un modèle laïque, ouvert. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis ça de loin. Je ne vis pas en France. Donc, quelque part, mon regard peut être biaisé. Je suis très mal placé pour émettre un jugement sur quelque chose que je ne connais pas. Bon, l'islamisme radical nous interpelle tous, parce qu'en fin de compte, c'est un phénomène pratiquement planétaire, et puis bon, de par pratiquement donc sa vocation, il est transnational, donc c'est ce qu'on appelle le djihadisme global, etc. Et puis bon, nous avons fait aussi les frais. Nous avons fait les frais. Nous avons été endeuillés. Bon, mon pays a été endeuillé, etc. Et jusqu'à maintenant, il y a toujours des cellules démantelées, etc. Donc, l'islamisme me parle. Bon, comment y remédier ici, je n'en sais rien. Bon, je n'en sais rien. Il y a, bon, ce que j'ai dit un peu pratiquement dans un certain nombre de mes livres, une approche sécuritaire avec son modus vivendi, etc. Je n'y suis pas. Je ne suis pas sécuritaire. Il y a peut-être le travail finalement des élus, des politiques, etc., de ce qu'on appelle la proximité, mais il y a le travail sur l'imaginaire, c'est sur lequel je travaille. Moi, je travaille sur pratiquement l'imaginaire, et on commence par décortiquer le discours. Donc, c'est ce que j'ai fait dans mon livre, donc, Genèse ou livre de l'islamisme radical, etc. J'ai décortiqué, depuis pratiquement donc, la création des frères musulmans en Égypte en 1907, jusqu'à Daesh, donc en passant bien sûr par les grands idéologues, etc., et puis bien sûr la révolution iranienne. Donc on a tendance à l'oublier, parce que c'est quand même un chaînon très très important dans la radicalité, donc
qui a donné un certain nombre d'armes, telles que par exemple la dissimulation, le taqiyya, etc., l'acte suicide, la Amalia Intihari, etc. C'est ça mon travail. Je travaille sur l'imaginaire. Bon, je crois que quelque part, on gagnerait, de part et d'autre, finalement, à confronter un peu nos réflexions avec ceux d'ici. Je crois que quelque part, parce que les problèmes sont imbriqués. Bon, ce qui pourrait se passer ici pourrait avoir sa source en amont chez nous, et inversement. Bon, est-ce qu'il y a une oreille finalement sur... J'en sais rien. Mais moi, je travaille sur pratiquement l'imaginaire. J'ai travaillé aussi, enfin, j'ai travaillé, non, mais bon, j'ai travaillé sur le discours, mais d'autres ont travaillé sur la dimension psychologique. Je pense à un psychologue tunisien qui a fait un travail remarquable, le Sceau Périlleux. Son nom me reviendra tout à l'heure. Hein? Fethi Ben Islam, qui a fait un travail remarquable. Donc justement sur le Sceau Périlleux, comment on peut basculer, etc. Donc il a travaillé sur les psychiatres. Mais moi j'ai travaillé sur le discours. Bon, je tiens à le dire ici, bon, nous sommes tous embarqués. J'ai été invité après les événements de Bataclan sur France 24, chaîne arabe, etc. Bon, j'ai dit, nous sommes embarqués. Bon, je comprends bien sûr l'affliction de la France, qui ne touche pas que la France, mais nous sommes tous embarqués et interpellés pour comprendre ce phénomène. Je crois que cette idée est toujours là. Voilà. Monsieur Aoulid, vous qui travaillez, comme vous dites, sur l'imaginaire, je souhaite bien que vous nous parliez de deux modèles, le modèle d'Averroès et le modèle de... En vous lisant, j'ai constaté que vous aviez une grande admiration à Spinoza, à l'expérience de Spinoza. Et j'aimerais bien que vous partagez avec nous, en travaillant sur l'imaginaire, comme on dit, votre vision de ces deux grandes figures, Averroès et Spinoza. Je pense, j'allais peut-être un peu commettre un impair en disant qu'en fin de compte, que Spinoza serait un peu l'expression du génie andalou. Bon, quand on lit un peu pratiquement sa pensée, donc il y a le souffle de Maïmonide, lequel Maïmonide pratiquement donc est un peu dans le même élan que celui d'Averroès, etc. Bon. Et là, bon, la religion n'est qu'une variante en fin de compte. Donc il y a l'esprit ou le génie de l'Andalousie qui s'est exprimé donc travers finalement donc la dimension judaïque à travers Maïmonide et dans une autre version musulmane donc via Averroès. Bon, j'ai lu, je connaissais pas très bien Spinoza, j'ai travaillé dessus, etc. Et j'avais tout simplement trouvé qu'il y a une actualisation de l'esprit andalou. Et ben j'ai trouvé un expert marocain à qui je lui ai posé la question en me disant ben, il était inspiré par un rabbin dont je ne retiens pas le nom, andalou, etc. Et donc, ce que j'avais senti de manière intuitive, bon, d'une certaine manière, c'est quoi le modèle ou la trame commune? C'est finalement réconcilier raison et spiritualité. Voilà, donc c'est cela en fin de compte. On ne rejette pas, bien sûr, la raison demeure pratiquement donc l'icône, donc la matrice, mais sans pour autant finalement rejeter pratiquement donc la dimension spirituelle. Chose qui ne s'est pas faite en Occident, parce que dans l'Occident pratiquement il y a eu une cassure entre raison et spiritualité. Il y a un divorce. Là plutôt, bon, concubinage ou vivre ensemble, j'en sais rien, mais dans tous les cas de figure, raison et spiritualité dans le modèle andalou, donc qui s'est exprimé différemment que ce soit donc dans sa dimension initialement musulmane et puis judaïque, etc., et puis peut-être aussi chrétienne. Modèle qu'on retrouve par exemple chez un grand penseur laïque, entre guillemets, contemporain espagnol, Ortega y Gasset. Et le génie de l'Andalousie nous parle. J'aimerais bien revenir sur cette question de relation entre foi, spiritualité et raison. Et en me posant la question, j'avais lu quelque part que certains qui disaient qu'en temps moderne, il est plus simple et plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Dans un monde régné par le capitalisme, par les valeurs immatérielles, je fais référence aux travaux de l'école de Francfort,
qui était une école très critique par rapport aux modernités. Je fais référence aussi aux travaux de Zygmunt Bauman, qui a utilisé ce mot liquidité pour qualifier la réalité du monde moderne dans une série de bouquins, La modernité liquide, L'amour liquide, dans un monde où finalement, avec le capitalisme, ces valeurs solides qui ont été un peu, dans un moment donné, pris par la foi, par la religion, si on peut dire, par la spiritualité, et qu'on commence à perdre. Par exemple, et je fais référence à cet ouvrage, L'amour liquide, dans un monde où l'engagement est plus difficile et plus dur. Comment finalement revenir et revivre ce génie de conciliation entre foi et raison pour dépasser ce malheur, entre guillemets, dont le capitalisme nous amène? J'ai travaillé tout récemment sur Zygmunt, effectivement, qui parle de ces valeurs solides qui ont fait l'Occident, la sécurité d'abord. Donc, quelque part, pratiquement, donc, grâce à cette idée de contrat social avec Hobbes. Donc, déjà, donc, l'occidental, à ses prémices, bien sûr, était rassuré dans son vécu grâce, finalement, au contrat social. Donc, une certaine sécurité est prise en charge par l'État, le Léviathan. L'État n'est qu'un avatar finalement du Léviathan, etc. Et la deuxième idée, donc, qui est une valeur solide et sûre, c'était la liberté. Donc c'était pratiquement les deux valeurs, etc. Bon, il y a eu une mutation. Donc il y a eu pratiquement donc où ces valeurs se sont effilochées. Donc je parle de l'occidental. Donc, n'est plus finalement donc, cet abri, sécurité, et même sa liberté pratiquement est remise en cause, il est en proie finalement à des valeurs molles. Et donc, in fine, il n'a plus pratiquement de projet de société. Il n'est plus dans le rêve, ce qui fait la nature humaine, c'est rêver. Mais il est dans la nostalgie. Il est dans la nostalgie, il n'est plus dans l'utopia, mais il est dans ce qu'il appelait le rétropia. Je crois que c'était le terme. Rétropia, c'est-à-dire le lieu d'avant. Rétro, c'est-à-dire derrière en grec, et pia, c'est-à-dire pia, c'est le lieu, etc. Donc au lieu de se projeter finalement pratiquement vers l'avenir, l'homme occidental a un regard plutôt rivé sur le passé, etc. Et il rentre dans un monde qu'il appelle pratiquement un monde hobbesien. Donc, c'est-à-dire, en fin de compte, tout le monde est l'ennemi de tout le monde, etc. On n'est plus finalement dans le contrat social, etc. On s'agrippe finalement au tribalisme et ce qu'il appelle le retour à l'éthérisme, coming back to one. Donc, c'est-à-dire, au lieu finalement de se projeter dans l'universel, donc on s'agrippe pratiquement au particulier, etc. Bon, dans ce monde-là, on s'accroche à des valeurs molles, donc le village, la tribu, une fausse sécurité, une fausse liberté. Ce n'est pas tellement le délitement de l'état de nature, mais ce n'est pas la sûreté finalement que confiner par exemple et procurer pratiquement donc le monde de la modernité. Mais ce qui est dangereux, je paraphrase un peu Zygmunt, etc., puisque vous m'avez pris de dépourvu, c'est un monde qui confine à la violence. Donc il cite justement le fameux, que certainement vous avez vu, le fameux film Joker. Donc la valeur est pratique, la violence est contenue, et cette violence est commandée par un sentiment de peur. Nous sommes dans un monde marqué par la peur. Voilà, nous sommes effectivement. Bon, je vous parle des choses que je vois de loin, mais bon, comme nous sommes imbriqués, ce qui se passe ici finit toujours par avoir des répercussions. Voilà. Une des phrases qui m'a beaucoup interpellé, c'est la dernière phrase que Yuval Noah Harari avait écrite dans son bouquin Homo sapiens, quand il disait « Il y a plus dangereux que des hommes qui se croient Dieu, qui sont irresponsables et qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. » Je ne peux pas commenter, mais bon, d'une certaine manière, bon, je crois que si je dois un peu réagir à chaud, je dirais, bon,
Dieu est une quête. Bon, il est fondamental, peut-être. Enfin, peut-être que l'Occident a tué Dieu. Bon, mais quand on cite un peu cette fameuse phrase de Nietzsche, on escamote. La phrase telle qu'elle a été écrite par Nietzsche, Dieu est mort, nous l'avons tué. Donc il n'est pas mort de sa belle mort, mais il y a eu assassinat. Donc je crois qu'il faut finalement donc laisser ce qui est à Dieu et à l'homme ce qui est à l'homme. Donc revenir finalement donc à cette fameuse maxime, ce qui est donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Enfin, je crois que cela fera le bonheur de l'humanité. Sur cette belle parole, je vous remercie, Monsieur Aoudid, et j'aimerais bien ouvrir la parenthèse au public pour pour poser vos questions, vos commentaires à Monsieur Aoudid. J'ai oublié de présenter Coexister. Je vais être un peu pragmatique comme je représente l'association Coexister. Coexister est une association française. Il y a plusieurs sections un peu partout en France. Et comme son nom l'indique, la valeur fondamentale que défend Coexister, c'est cette coexistence interconfessionnelle, c'est-à-dire le vivre ensemble. Et c'est cette possibilité dans une société pluraliste, plurielle, de vivre ensemble, quelle que soit la nature, la race, la religion. Donc, et d'ailleurs, je vous invite à rejoindre Coexister. Elle est ouverte à tout le monde. Donc, j'ouvre la parenthèse au public. Si vous avez des questions, des commentaires à poser à monsieur Aoudid, je vous en prie. Donc, il suffit juste que vous demandiez la parole. C'est toujours difficile. Le premier... Qu'est-ce que je dois prendre par ce silence qui m'effraie, comme disait Pascal? Ah, voilà, merci. J'ai la voix qui porte. Ça ira. Donc, vous parlez de crise de l'Occident, avec votre regard de l'autre côté de la Méditerranée, comme vous le dites, qui n'est peut-être pas forcément biaisé, hein, loin de là. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous-même, vous avez constaté ou pu étudier si en parallèle, il y avait aussi une crise dans ces autres blocs qu'on met parfois en opposition avec l'Occident, donc soit l'Orient ou ces autres blocs-là. Et est-ce qu'on peut faire un parallélisme avec cette crise de l'Occident, ou est-ce qu'on peut faire peut-être des liens avec cette crise de l'Occident? Merci. Bon, quand je faisais mes études, Rabat, bien sûr, Rabat était très marqué par l'université française. On aimait citer cette phrase de Sartre: le marxisme était un horizon indépassable. Et donc, quelque part, donc, après la chute du mur de Berlin, on avait pensé peut-être, du moins sans le dire, que le libéralisme était un horizon indépassable. Et donc, tout le monde s'est mis pratiquement au diapason de l'Occident, tel qu'il se définissait, c'est-à-dire par les valeurs du marché en matière économique, dans sa version néolibérale, et la démocratisation. C'était un peu pratiquement de manière sommaire un peu la grande idée ou la panacée. Donc il fallait se mettre au diapason pour être finalement donc accéder à Eldorado de la modernité, etc. Bon, tout le monde y était. Jusqu'à la crise de 2008, où là on s'est dit, tiens, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, finalement, libéralisme à outrance, sur le plan économique, peut tout simplement confiner un dérèglement. Et ce n'était que le commencement. Et puis par la suite, donc, il y a eu une succession de crises, dont la Covid, etc. Et puis sur le plan politique, cela donc a débouché sur la guerre, qui, à mon humble avis, elle est mondiale. Sans trop le dire, etc., elle est mondiale. Et, je ne vais pas parler de l'Orient, parce que je ne sais pas ce que c'est que l'Orient. Je ne sais pas. Ce que je sais pratiquement, c'est... J'avais tout simplement pensé, comme tout un chacun, que j'étais heureux qu'il y ait
la chute du mur de Berlin et j'avais pensé à un monde meilleur. J'avais pensé qu'en fin de compte, dans mon pays, dans ma société, bon, on n'allait plus être pris en tenaille par la logique de la guerre froide, parce qu'on avait fait les frais aussi de cette guerre froide. Les questions de démocratie, de droits de l'homme étaient pratiquement sacrifiées donc, à l'autel du pragmatisme, etc. Donc, d'une certaine manière, d'où je viens, etc., bon, j'étais enthousiaste. Bon, je pensais qu'on allait rentrer dans un monde meilleur, mais l'embellie était de courte durée. D'abord, parce que bon, d'où je viens, pratiquement, il y a eu quand même une cassure qui nous interpellait. Et on devait à chaque moment faire patte blanche, parce qu'après pratiquement 11 septembre, on était quelque part un peu suspect. On commençait à porter finalement le délit du patronyme, etc. Donc, c'est quelque chose qui pratiquement a laissé des traces. Quand bien même on tâchait de se définir par opposition, disons, etc. Mais bon, ce n'était pas chose aisée. Même pratiquement dans la vie de tout un chacun quotidienne, quelque part, on était suspect jusqu'à preuve du contraire. Bon, je vous le dis, bon, mon sentiment, etc., bon, il est connu. Bon, bien sûr, je suis contre le radicalisme. Bien sûr, j'ai toujours milité contre le radicalisme, quel qu'il soit, au nom de l'islamisme ou du marxisme, je n'en sais quoi. Mais venant de l'islamisme, j'étais interpellé en premier chef, etc. Il y a une mutation. Je ne pense pas que bon, le radicalisme islamique va encore persister. Il va avoir un peu, peut-être un peu une faculté de nuisance résiduelle. Mais il n'aura plus l'aura qu'il avait. On n'est plus finalement dans pratiquement le djihadisme spectaculaire, etc. Bon, les experts s'accordent à parler de ce qu'ils appellent donc le terrorisme local qui pourrait persister. Mais le terrorisme global est pratiquement tenu en laisse et maîtrisé. Là, il y a un basculement. Un basculement depuis la guerre, donc contre l'Ukraine. Et c'est pour ça que quelque part, je suis un peu gêné de parler de choses datées. Parce que quelque part, un peu les choses sur lesquelles j'ai parlé sont finalement... Mais demeurent quand même des choses. Il y a un défi posé bon, à l'Occident et au monde. Bon, ce que nous pourrons faire modestement, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe et autant que faire se peut, entendre un peu pratiquement l'autre. C'est tout ce que nous pouvons. On ne peut pas changer le monde. Merci, M. Ovid. Merci pour cet exposé c'est succinct, mais qui était intéressant. Alors, je voulais juste, sans critique ni rien, poser la question. Kant avait écrit un texte qui s'appelle « Qu'est-ce que l'Aufklärung » ou « Qu'est-ce que les Lumières ?» Ce texte a été sérieusement déconstruit par Michel Foucault et d'autres, et par tout le mouvement, ce qu'on appelle un peu postmoderne. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vraiment le retour, que vous appelez retour au principe, est-ce que ce retour-là, c'est un mouvement éternel, le retour éternel, ou bien il faut aller vers ce qui est une situation inédite, ni Aufklärung, ni conservatisme, mais essayer d'inventer autre chose. Est-ce que c'est une question, hein, ce n'est pas une critique. Mais... Non, vous avez posé la question. Il faut se définir. Bon, je me définis pour quelqu'un qui tout simplement croit aux valeurs des Lumières. Je considère que ces valeurs sont universelles. Il n'y a pas finalement quelque chose qui soit attentatoire que d'appeler à la dignité de l'être humain pour ce qu'il est. À ce qu'il soit maître de ses idées, donc de sa pensée, et qu'il puisse penser aussi. Bon. Vous avez fait référence à ce texte fondamental, donc dans la rhétorique des Lumières, qu'est-ce les Lumières de Kant, etc. Et c'est d'abord la faculté de s'émanciper
C'est ça finalement, donc pratiquement l'humain. S'émanciper de toutes les contraintes politiques, religieuses et culturelles. Donc quelque part, les Lumières pratiquement commencent par un exercice assez difficile. Bon, peut-être que l'occidental aujourd'hui considère comme banal, mais qu'il n'est pas. Donc essayer de se soustraire à toutes les emprises politiques, religieuses et culturelles. Et puis oser. Oser. Donc vous connaissez pratiquement. Je vais vous surprendre, moi, le grand concepteur finalement des Lumières, aussi paradoxal que cela puisse paraître, est assez mal connu même en France, c'est Diderot. La lettre sur les aveugles, etc. C'est Diderot en fin de compte. Il n'est pas facile, donc comment dirais-je, de transposer cette rhétorique au mien. Bon, il aurait été plus simple, certainement, de forger ses propres lumières. Mais on n'y est pas. On a failli finalement, bon, il y a eu quelques petits exercices, etc. Donc tant qu'à faire, puisque finalement on n'a pas forgé nos propres lumières, etc., autant s'inspirer pratiquement de ces lumières. Et je vous avoue que pratiquement c'est un projet qui m'habite, qui me taraude, d'essayer d'écrire quelque chose sur qu'est-ce les lumières. Je finirai par dire une chose. Il y a peut-être, on le sait, il y avait une tendance anti-lumière aussi, en Occident, qui considérait qu'en fin de compte, l'expérience française est propre à la France, elle n'est pas universelle. C'est ce qu'on appelle les culturalistes, Herder en Allemagne, Vico en Italie, comment dirais-je, le courant slave en Russie, donc même en France avec Joseph de Maistre, etc., à un moment Ernest Renan, etc., donc ils croyaient une certaine spécificité culturelle. Donc, même l'Europe, même en Occident, il y a eu un mouvement anti-lumière. Bon, il vaut ce qu'il vaut, etc., mais moi, je me définis comme plutôt pro-lumière. Voilà. Prochaine question, commentaire. Oui. Merci. Moi, j'essaye un peu de faire le lien avec certaines crises qui ont déjà passé dans le système capitaliste, et surtout donc à travers cette révolution bolchevique qui a fait changer beaucoup de choses dans le système capitaliste, notamment donc qui s'est vu un peu corrigé du point de vue sécurité sociale et protection du travail, droits de l'homme au niveau de l'activité économique. Maintenant, à part cette période, vous avez énoncé donc les deux grandes questions de la démocratie et de l'économie. C'est vrai que Sébrahim, il a posé la question sur s'il peut y avoir des résolutions de ce problème. Mais il y a quand même des exemples. Est-ce que pour la démocratie, il faut chercher plus de représentativité des citoyens? Est-ce que le modèle suisse peut être un exemple à essayer pour améliorer un peu les règles démocratiques? Et du point de vue économique, qu'est-ce qu'on peut faire, sachant que la question financière, on a le sentiment qu'elle dépasse même ces constructeurs même. On a l'impression que ça dépasse tout le monde. Et est-ce qu'on peut essayer de donner plus de rôle à l'État en tant que régulateur? Merci. Moi, mon rôle, ce n'est pas... Je ne peux pas apporter de réponse, mais d'essayer de poser des questions et en tant que faire ce peu de bonnes questions. J'essaie. D'abord, en matière d'économie, je pense que le propre de l'économie, c'est de servir l'homme. Ce n'est pas l'homme au service de l'économie. Tout à l'heure, vous avez parlé de la raison. Bon, la raison devrait être au service de l'homme, et non pas l'homme au service d'une raison irraisonnée. Et in fine, donc, la valeur cardinale, c'est l'homme. Donc, l'économie devrait servir l'homme. Donc, on ne peut pas finalement, pratiquement, donc... être derrière une machine déréglée, etc., et qui risque de la mettre en cause
l'équilibre de l'écologie, etc., etc. Nous y sommes. Donc je reviens à des questions. Je n'ai pas de réponse technique. Je ne suis pas un technicien. Je n'en ai pas. Je n'ai pas cette prétention, mais je pose des questions. Donc je reviens aux fondamentaux. Il faut que l'économie soit au service de l'homme. Il faut que cette servante reste servante et non pas maîtresse des lieux. Deuxième question, en fait, en réagissant à ce que vous dites, monsieur le consul général, c'est que la raison, moi, n'est pas forcément mauvaise. La crise, pardon, n'est pas forcément mauvaise. Elle prépare tout simplement à un autre paradigme. On sait, bon, les économistes nous apprennent que pratiquement une crise pourrait préparer finalement à un dépassement, donc un changement de paradigme. Nous sommes tous interpellés, justement. Bon, je suis d'accord avec vous que, bon, finalement, l'État facilitateur, c'est terminé. L'État facilitateur, donc il profite à des oligarques, c'est terminé. Alors, si j'ai quelques mérites, c'est d'avoir dit attention, il y a contrefaçon, il y a supercherie. L'État devrait tout simplement. Bon, j'étais commis de l'État, donc je connais un peu l'État, je connais la culture de l'État, je connais les arcanes de l'État. Donc je sais, et quelque part, bon, c'est parce que je ne m'étais pas retrouvé finalement donc, dans cet État facilitateur. Facilitateur, peut-être arnaqueur, j'en sais rien, mais quelque part, bon, c'était cela en fin de compte. Que quelque part, j'ai pris le large pour un peu réfléchir. L'État social s'impose. Tout le monde on a fait l'expérience avec pratiquement le Covid, etc. L'État social s'impose. Il faudra le définir, le décliner. C'est une autre question. Mais il est fondamental que, bon, vous êtes mieux placé, mais j'ai suivi les gilets jaunes, etc. Il est fondamental qu'il y ait un sentiment d'appartenance et de solidarité dans une société. On ne peut pas réduire finalement une société au simple rapport consumériste, etc., ou même à la simple gestion de l'état de droit. Il y a quelque chose qui doit dépasser ce cadre, finalement, et c'est pour ça que l'état social est fondamental, je le pense. Bon. Est-ce que j'ai le cœur à gauche ou pas, etc. Bon, oui, j'ai le cœur à gauche. Je ne sais pas ce que c'est qu'être de gauche et de droite, mais d'une certaine manière, on ne peut pas sacrifier la dimension sociale. Il y va des équilibres pratiquement d'une société. Quant à la régulation de la démocratie, je ne peux pas vous... Enfin, je vois un peu les dysfonctionnements. Bon, les populismes un peu qui pratiquement prospèrent un peu partout, qui sont l'expression d'une défaillance finalement donc du processus démocratique. Comment y remédier? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je m'en tiens finalement donc au constat. Mais quelque part, nous avons du pain sur la planche, nous autres qui travaillons sur les idées. Je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais dans tous les cas de figure, on n'a pas à chômer. Donc, on n'a pas à chômer. On a finalement donc matière à réfléchir, etc. Et c'est tant mieux dans la mesure où pratiquement on a droit à l'erreur dans ce métier. Et c'est une erreur, en fin de compte, qui n'engage que nous-mêmes quand elle. Et quand on réussit, c'est pour les autres. Oui, c'est pas la peine. Alors, c'est bien parce que vous avez commencé en disant que vous refusez de parler du déclin, mais plutôt que vous préférez le mot crise. Moi, alors que votre livre en arabe s'appelle Déclin de l'Occident. Oui, bon, ça c'est une autre polémique. C'est une autre histoire, c'est l'éditeur. Oui, c'est l'éditeur. Moi, je me pose la question. Je me pose la question, est-ce que, parce que quand vous avez dit que depuis pratiquement la fin du 19e siècle, il n'y a pas, je veux dire, c'est pratiquement tous les 4-5 ans, il y a un livre ou des articles qui parlent du déclin de l'Occident. Est-ce que cette thématique du déclin de l'Occident n'est pas le moyen qu'a trouvé l'Occident pour s'autocorriger? Je suis d'accord. Deuxièmement, la citation que vous avez donnée de Gramsci sur le fait qu'il y a un monde ancien qui est en train de mourir et qu'un nouveau monde est en train de naître, et que finalement, ce que vous dites, la crise, finalement, c'est ce moment-là où on a un monde qui évolue tellement vite qu'il dépasse la pensée. On a une évolution, surtout avec la révolution numérique,
qui nous fait rentrer dans une autre société, dans une autre temporalité, dans une autre la notion de territoire, de temps, tout ça est bouleversé, la notion d'appartenance aussi, la notion de, avec la révolution industrielle avait donné plus ou moins, l'Occident avait trouvé un moyen d'organiser ce que vous appelez comment composer le champ politique par le biais de partis, de syndicats, etc. Et que tout ça, puisque la révolution industrielle est en train de mourir, c'est remplacé par une révolution numérique qui a révolutionné le travail, etc., que finalement il y a d'autres moyens qu'on n'a pas encore pour organiser, pour mieux appliquer les principes des Lumières. On n'a pas les modalités pour l'instant, parce qu'il nous manque la pensée, il nous manque les concepts, il nous manque une vision pour mieux comprendre cette réalité qui évolue vite, plus vite que la pensée, pour pouvoir entrevoir un autre monde possible. Et je reviens, parce que vous avez esquivé, j'apprécie chez vous le fait que vous avez essayé de prendre l'Andalousie, non pas comme un moment historique, mais plutôt comme un paradigme qui permet le fait de vivre ensemble, d'organiser. Et là, en ce moment, vous n'êtes pas le seul dans le monde, je dirais pas non occidental, parce que ailleurs, il y a par exemple Édouard Glissant qui fait partie de l'Occident. Édouard Glissant a forgé aussi, lui aussi, une autre manière de penser le monde et le monde de demain, de comment organiser la vie commune entre les nations, les États, les humains, etc. En privilégiant par exemple la relation sur l'identité. Il parle de l'archipel, mais pas négatif, comme vous l'avez compris d'après le dernier livre l'archipel français, mais lui, l'archipel, c'est des îles, c'est un ensemble d'îles où il y a des échanges. Chaque population habitant sur une île garde ses propres traditions, etc. Mais on échange avec les autres dans un groupe positif. Il y a en Chine, par exemple, les gens croient qu'il n'y a pas de philosophie en Chine. Il y a beaucoup de philosophes en Chine qui pensent aussi le monde de demain, comment l'organiser par le biais d'un concept. Par exemple, je ne sais plus quel philosophe chinois qui parle de Tianxia, qui signifie vivre sous le ciel, où ils reprennent des choses de leur histoire aussi, mais pour le conceptualiser, comment réorganiser le monde dont vous constatez qu'il est devenu multipolaire, repenser l'universalité autrement. Il y a aussi en Afrique, il y a Nelson Mandela et je ne sais plus comment il s'appelle, l'ancien président, le pasteur, qui ont forgé aussi un concept, Desmond Tutu, l'Ubuntu, qui vont dans le sens de votre manière, le paradigme de l'Andalousie. Ubuntu, ça veut dire vivre ensemble. J'existe parce que nous sommes ce que nous sommes, parce que je suis ce que je suis, etc. Et aussi, il y a aussi dans l'islam, il y a l'équivalent de la relation chez Glissant en islam, il y a le tadaf, c'est-à-dire le fait de vivre ensemble, même si dans le conflit, mais c'est les échanges qu'on a qui font qu'on évolue, etc. Donc il y a des gens qui essayent de forger, vous-même vous le faites, de forger ça, c'est pas encore fait, mais voilà, j'arrête. Je commencerai donc, comme ça avec Wagner. Je suis d'accord avec vous que quelque part cette littérature qu'on appelle des fois des dicnologues, etc., entre guillemets, procède d'un bon sentiment. C'est une manière de conjurer le mal et de dépasser la crise. Je crois que la force, je le pense, c'est plus que je crois en fait, que la force de l'Occident, c'est sa capacité de se remettre en cause. Je crois que quelque part, c'est cette faculté qui lui a permis justement de dépasser pratiquement comment dirais-je, les moments de blocage. Donc, je ne vais pas vous citer, depuis pratiquement la crise du modèle keynésien, on est passé à autre chose, etc. Grâce justement à cette faculté de se remettre en cause, etc. Et ça, j'y vois un facteur de force. Mais au-delà, donc, mais d'une certaine manière, je reste circonspect dans la mesure où, quelque part, l'Occident est mieux placé que moi, finalement, pour se mettre à son chevet.
j'observe, etc. Mais l'occidental est plus finalement mieux placé. Mais ceci étant, je voudrais, si vous permettez, rappeler une petite anecdote que j'ai vécue en 2014. C'était lors de la tenue d'une conférence sur les droits de l'homme à Marrakech, une conférence universelle. Donc c'était sur les auspices des Nations Unies. Il me semble, ou je crois que c'est quelque chose qui m'a parlé. Quelqu'un avait posé la question à un président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Il dit, écoutez, nous sommes conscients qu'on n'est plus dans la centralité, mais voyons ce que nous pourrons faire ensemble. Je crois que c'est ça le mot, en fin de compte. Bon, je pense que le 11 septembre est un peu derrière nous, et il faut que ce soit derrière nous. Bon, nous en avons pâti, de part et d'autre. Il faut voir, en fin de compte, et quelque part, nous avons énormément de choses en commun avec l'Occident. Déjà sur le plan ontologique. Je ne parle pas que sur le plan historique, mais déjà sur le plan ontologique, parce que nos procédants ont quand même une même tradition judaïque, c'est-à-dire une même tradition monothéiste, donc ce qui a quand même marqué, dans la matrice c'est le judaïsme, donc qui a donc marqué le christianisme, l'islam par la suite, etc. Nous faisons partie de cet ensemble, donc de cette grande famille du monothéisme, qui a quand même mis donc l'homme au centre à l'image de Dieu. Donc c'est la même idée qu'on retrouve pratiquement dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam. Karamna bani Adam, comme il est dit dans le Coran. Donc déjà, pratiquement, sur le plan matriciel, il y a quelque chose de commun avec l'Occident, ontologiquement parlant. Deuxièmement, l'héritage grec. L'héritage grec aussi. Donc, l'Occident, c'est aussi pratiquement la continuité de l'héritage. Nous avons été marqués par l'héritage grec. Bagdad a été marqué, mais surtout Cordoue. Tout à l'heure, par exemple, j'ai parlé d'Averroès. Averroès était un féru, finalement, de la philosophie grecque. Un féru. Ibn Khaldoun, par exemple, on voit bien pratiquement dans ses analyses sectistes qu'il a été marqué par la pensée grecque. Donc on n'est pas finalement des étrangers, des outsiders, comme on dirait aujourd'hui finalement. Donc il y a au-delà de la dimension historique. Troisième élément sur lequel je voudrais réagir, je ne suis pas de ceux qui ont une approche essentialiste sur les religions. Je rejette finalement donc l'idée simple et simpliste et plutôt idéologique de dire que l'islam prône la violence, etc. Et que pratiquement dans sa matrice, etc., c'est une religion violente, etc. C'est ce que Max Weber appelle le voile théocratique. Les fidèles font leur religion. Le texte est fondamental, incontestablement, les écritures, comme on dit, etc. Il y a au-delà des écritures l'interprétation qu'on en fait. Donc pratiquement. Et d'une certaine manière, l'islam sera ce qu'on en fera. Certainement, le christianisme était ou est ce que les chrétiens en ont fait. Et il y avait, bien sûr, un islam très tolérant, très spirituel, quand vous lisez pratiquement Jalal ad-Din al-Rumi ou Ibn Arabi, etc. C'est un appel à l'amour, etc. Donc, on peut peut-être finalement se soustraire à cette idée toute faite comme quoi l'islam est mauvais, méchant, etc. Parce qu'en fin de compte, mais ceci ne dispense pas de cet effort, justement, refaire un peu pratiquement, quand je dis refaire, non pas, je ne parle pas des dogmes, je parle de l'éthique. Les dogmes, on n'y touche pas et je suis très mal placé. Donc voilà, dans cette phase, il faudra se rappeler, à mon humble avis, à ce que nous avons en commun. Donc ontologiquement, nous avons énormément de choses en commun. Il y a ceux qui pratiquement spéculent sur un peu le lointain, Orient, etc. Mais je crois que c'est par méconnaissance. Mais quand vous êtes dans la pensée grecque, vous n'êtes pas tout à fait étranger finalement. Et c'est une pensée qui a irrigué et marqué la pensée arabo-islamique. Oui. Je pense qu'on va se contenter de 2-3 interventions. Deux questions. Vous voulez parler un peu fort ou... Merci
Merci beaucoup, Barakallahu fik. On vous entend mal. Non, c'est bon. Alors, ça, merci beaucoup, vous en aurez besoin. Je vous donnerai des migraines, moi. Je me donne des migraines. C'est un bon signe quand ils sont dérangés dans la tête. Non, non, non. Je suis suffisamment dérangé. Chiffre. Merci beaucoup de nous avoir honorés par votre présence. Et ma question est la suivante. On voit que la laïcité comme principe de liberté de conscience et de cohabitation pacifique, telle qu'elle a été définie dans la loi de 1905, est substituée par une laïcité dogmatique restrictive des libertés. Vous n'avez vu que le cadre juridique de la laïcité, c'est-à-dire la loi de 1905. Moi, je vais au-delà, c'est-à-dire depuis Condorcet, etc. Et quelque part, un peu, le mot laïcité peut-être est admissible chez vous, mais chez nous, pratiquement, il sonne mal. Il sonne mal, il est trop chargé. Laïcité, chez nous, c'est irreligion, c'est irrévérence, c'est athéisme, tout ce que vous voulez, tout ce que pratiquement, donc il est assimilé à tout ce qui est négatif. Et c'est pour ça que je préfère, dans mon livre, par exemple, sur pouvoir et religion, j'ai plutôt opté pour un terme neutre, tel que forgé par Marcel Gauchet, la sortie de la religion de la sphère publique. C'est un peu lourd, etc. Mais bon, c'est moins chargé. Donc, voilà. Bon, la situation et la France, vous la connaissez mieux que moi. Je suis contre tous les dogmatismes et tout le radicalisme, y compris au nom de la laïcité. Bon, il y a, bon, je le vois, je le constate, je le lis, etc. Donc, un discours plutôt qui procède de l'idéologie. Parce qu'autant que je sache, la laïcité, ce n'est pas le refus ou le rejet des religions. C'est pas ça, en fait. C'est tout simplement la différenciation entre la sphère publique et la sphère religieuse dans le respect de toutes les religions. C'est ça, finalement, le fondement, etc. C'est ça, le fondement de la laïcité. Mais quand comment dirais-je, une pensée, une construction d'idées, une politique s'érige par opposition à une religion, à des religions, là, on n'est pas dans la laïcité. On n'est même pas dans la caricature de la laïcité. On est dans autre chose. Et je parle en général. Je suis très mal placé de parler du cas français ou ailleurs. Mais je suis d'accord avec vous que pratiquement, donc, la laïcité telle que je la conçois n'est pas, dans le cadre français, ne devrait pas être une opposition à une quelconque religion. Et si cela est le cas, on n'est pas dans la laïcité, mais dans autre chose. Une dernière question aux commentaires avant de conclure. Oui, je vous en prie. Merci beaucoup, c'est Aoulid, pour avoir honoré cette salle. Et je vais être bref. Vous avez parlé du discours populiste qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Et ma question serait concerne la souveraineté comme concept. Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas une arme dans les mains des adeptes du discours populiste qui, au final, menace l'intégration et le vivre ensemble?
Je crois que c'est un phénomène qui interpelle. C'est un phénomène, ce regain du populisme un peu partout dans le monde, d'abord en Occident, et pas qu'en Occident. Et si peut-être le populisme se décline selon finalement chaque contexte, il y a une trame commune au populisme. Le rejet, bon, bien sûr, des élites, des établissements anti-establishment, et la xénophobie, donc le rejet de l'autre, etc. Bon, dans la version gauchiste, le rejet de 1%, le fric, comme on l'appelle, etc., et des oligarques. Mais d'une certaine manière, donc, les populismes partagent un certain nombre de choses et en fin de compte confortent un peu pratiquement donc disons le repli identitaire, etc., qui est un danger effectivement pour le vivre ensemble. J'ai un peu travaillé sur ce phénomène. Donc j'ai animé un séminaire donc à la fac à Rabat pour un peu comprendre ce phénomène dans 3 phases, donc qui ont donné pratiquement donc une force motrice à ce mouvement. Le Brexit, parce qu'en fin de compte, le problème du populisme, c'est que c'était finalement des formations marginales, mais qui sont devenues déterminantes. On n'est pas finalement, parce que bon, une démocratie peut s'accommoder avec des sensibilités, même marginales soit-elle. Mais là, nous sommes un peu dans la marginalité qui n'est plus marginale, qui est décisive. Donc, personne, valeur donc avant 2016, ne pensait qu'en fin de compte, the Leavers allaient finalement imprimer pratiquement le cours des choses pour un petit parti qui venait pratiquement d'être créé en Grande-Bretagne et décider non pas que de la Grande-Bretagne, mais de l'Europe. Quelques mois avant, personne ne pensait que, par exemple, un Trump allait pouvoir finalement l'emporter. Il l'a remporté. Donc, il a remporté, et s'il n'y avait pas peut-être Covid, il aurait été pratiquement reconduit pour un deuxième mandat. Donc, c'est le deuxième, finalement, temps du populisme. Peut-être que le troisième temps, c'est celui qu'on a vu tout récemment, donc, qui a vu le jour avec l'expérience de Meliani, donc en Italie. Donc nous sommes pratiquement devant une vague déferlante, etc. Bon. Ceci a des impacts sur nous. On n'est pas finalement, on ne vit pas en vase clos, etc. La phase Trump, etc., c'est tout simplement pratiquement un blanc-seing pour finalement l'autoritarisme, devenu un peu un parrain, etc. Donc les autoritaires, etc., les autocrates se sont un peu dédouanés, grâce ou à cause, peu importe, etc. Bon, quelque part, on risque de me tromper. Nous sommes en train de vivre peut-être une séquence qui rappelle les années 30 du siècle dernier. J'aime beaucoup une phrase d'un écrivain italien, Primo Levi, qui dit que chaque temps sécrète son propre fascisme. Every time secretes its own fascism. Donc le fascisme, finalement, est pluriel. Bon, bien sûr, on a forgé des termes néofascisme, post-fascisme, etc. Mais les fascismes se ressemblent. Bon, il y a lieu de s'inquiéter. Moi, je suis inquiet. Dans tous les cas de figure, moi, cette tournure, pratiquement, m'interpelle et m'inquiète. Et vous devez l'être là où vous êtes, etc. Je le suis pour d'autres raisons qui ne sont pas les mêmes que vous. Mais dans tous les cas de figure, il y a lieu. Et un homme avisé en vaut 2. En vos noms tous, je tiens à remercier chaleureusement monsieur. Oui. Non, je vais le rappeler immédiatement. Je vous rappelle qu'après l'intervention de M. Aoulid, il y aura une section de signatures dédicaces. Il y a quelques livres qui seront exposés et il y aura une signature, une dédicace avec M. Aoulid. Donc si vous en voulez, vous pouvez les acheter auprès de la librairie.
Donc je tiens à remercier, je vais quand même vous remercier chaleureusement d'avoir accepté et honoré cette salle, et je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont fait le pas, qui sont déplacés pour cette conférence. Merci à tous.